Salut, aujourd'hui j'ai envie de parler d'un film de science-fiction qui propose une vision pessimiste mais réaliste du futur du cinéma. Le Congrès est un film sorti en 2013, c'est une coproduction entre les États-Unis, la France, la Belgique, la Pologne, Israël et le Luxembourg. Et cette immense coproduction peut certainement s'expliquer par le fait que le film a dû avoir des difficultés à se faire financer au vu du sujet qu'il critique et de sa forme qui est à l'opposé de tous les standards hollywoodiens actuels. Il s'agit avant tout d'une adaptation très libre du roman Le Congrès de futurologie de Stanisław Lem, sorti en 1971. Ce long-métrage a été écrit et réalisé par Harry Folman, connu surtout pour le film Valse avec Bachir, qui propose sa vision et son vécu par rapport au conflit israélo-palestinien étant israélien lui-même. C'est un film incroyable et peut-être que j'en parlerai un jour sur la chaîne, car la fin de Valse avec Bachir m'a procuré les mêmes sensations qu'un véritable film d'horreur. Enfin bref, revenons sur le Congrès et parlons un peu plus en détail du film. Et rassurez-vous, je ne vais pas spoiler, je vais parler un peu plus en détail du début du film, mais après je vais rester assez vague sur l'histoire. Tout l'intérêt de ce film est de mélanger la réalité et la fiction, de savoir où va la fiction, le cinéma, où est la part de réalité et comment les deux se mélangent. Et tout le long, le réalisateur s'amuse à perturber le spectateur avec ça. Robin Wright, une actrice américaine, joue son propre rôle dans le film. Et après quelques films notables comme Forrest Gump, sa carrière a littéralement dégringolé. Je parle dans la vraie vie bien sûr, mais aussi dans le film. Et un jour, le studio qui l'engage, à savoir Miramount, oui, moi aussi ça me fait penser à quelque chose, lui propose quelque chose d'un peu plus particulier à elle et à son agent. Son patron, le producteur, lui annonce ce qui est censé être l'évolution du cinéma et de son industrie, à savoir le scan. Dans ce film, une nouvelle technologie vient d'être mise au point et permet de littéralement scanner les acteurs pour pouvoir ensuite faire de leur image ce que l'on veut. En gros, transformer les acteurs en ligne de code. Ce qui est intéressant, c'est que suite à cette annonce, Robin va prendre le temps de faire son choix. On se doute bien évidemment qu'elle va accepter parce qu'il faut bien que le film avance, mais là où la structure narrative de ce film est moderne, c'est que pendant de nombreuses minutes, on voit bien les personnages retourner la question dans tous les sens, que ce soit d'un point de vue moral ou tout simplement par rapport à elle, par rapport à sa vie, qu'est-ce que ça peut bouleverser, avant finalement de se décider à se lancer et effectuer le scan. Et c'est là où on assiste à une scène bouleversante, une scène qui m'a marqué, parce qu'il s'agit de la dernière performance de l'actrice, avec son agent qui la tient par la main jusqu'au bout, dans ce qui s'apparente à la fois à une dernière danse, mais aussi à une certaine mise à mort. Et cette scène qui reste encore dans mon esprit, en me renseignant un petit peu sur le film, je me suis rendu compte qu'elle avait été tournée dans une vraie salle de scan. Parce que oui, scanner les acteurs, ça existe, et ça commence notamment à être utilisé dans les jeux vidéo, où les gens signent des contrats, ils sont scannés, et ensuite leur expression faciale, leur manière de se déplacer, est intégrée dans les codes du jeu. Et ce serait pas déconnant que ça arrive bientôt au cinéma. Encore une fois, le film mélange étrangement la réalité et la fiction. Ce que je viens d'évoquer, jusqu'à la scène avec le scan, c'est le début du film. Et ce qui saute aux yeux pour moi, en fait, c'est la manière dont c'est réalisé et dont la lumière opère sur les personnages. On a une réalisation assez classique, même assez fade, et une lumière plutôt artificielle qui fait penser à l'éclairage des studios des années 50 et 60. Et c'est qu'une fois le visionnage de l'intégralité du film terminé, qu'on se rend compte qu'en fait, ça peut littéralement, je pense même que c'est évident, que c'est un choix de la part du réalisateur, car il y a la question toujours de la réalité de la fiction, et une question aussi par rapport à la reconstruction mentale de la réalité dans l'esprit. La seconde partie du film est donc en animation. La troisième et dernière partie est aussi en grande partie en animation. Donc ne vous inquiétez pas, à partir de là, je vais rester assez vague sur ce qui se passe narrativement dans le film pour pas vous spoiler bien évidemment. Donc on retrouve Robin 20 ans après le scan, qui s'apprête à se rendre au fameux congrès qui a lieu dans une zone réservée exclusivement à l'animation. Donc j'entends par là que dans la diégèse du film, il y a des zones où les personnages acceptent de sniffer volontairement une drogue hallucinogène qui les fait se transformer et qui fait transformer leur vision du monde en personnages animés. Dans ce film, il est aussi question de l'homme vis-à-vis du temps et de la perception qu'il en a. Nous avons un style d'animation rétro qui fait penser au Disney des années 30 qui aurait consommé des substances hallucinogènes. C'est à la fois inquiétant et beau. Enfin, qu'est-ce qui fait que ce film est important, unique et encore d'actualité aujourd'hui? Ce qui m'a marqué le plus, c'est l'originalité de sa forme et de sa narration au service d'un sujet plus vaste. On pourrait qualifier le film de satire cinématographique car il se sert des personnages comme le producteur, l'agent, les acteurs et les spectateurs
pour les parodier et le film accentue leur comportement négatif, toxique, même toxique envers eux-mêmes. C'est une véritable critique du système hollywoodien et de notre rapport au cinéma. Il y a différents aspects de ce système qui sont critiqués dans le film. Tout d'abord avec le scan, qui est métaphoriquement une critique du star system hollywoodien qui utilise ses acteurs et qui essore leur image de marque jusqu'à ce qu'ils soient invendables. Mais bon, on se rend bien compte avec ce que je viens de dire que la réalité rattrape la fiction et que bientôt on ne pourra même plus parler de star system. Ensuite, avec ces personnages en animation, le film critique notre rapport, notre façon de consommer le cinéma et les œuvres d'art. Et aussi la façon dont les studios cherchent absolument à créer leur film en fonction de ce que veut le spectateur pour se divertir. Ça, c'est quelque chose qui existe dans la réalité, hein. J'ai appris récemment que Netflix utilise des intelligences artificielles et des algorithmes assez précis pour écrire leur futur film, et comme une recette en fait, en dosant avec les ingrédients que le spectateur apprécie le plus. Et ça, bien sûr, ça met de plus en plus de côté la pure création artistique. Il y a aussi quelques clins d'œil à la surabondance de produits dérivés que les personnages littéralement consomment dans le film. Dans la dernière partie du film, il y a une exagération de l'intégration horizontale effectuée par les gros studios. Ce qu'on appelle l'intégration horizontale, alors comment l'expliquer de manière brève, c'est les studios qui s'intègrent dans les industries artistiques en ne faisant pas que du cinéma. Par exemple, Universal qui fait aussi de la musique, qui vend d'autres produits dérivés, etc. Et avant cette intégration-là, on avait l'intégration verticale, où les studios possédaient les 3 chaînaux de la production de films, à savoir la production, l'exploitation et la diffusion. Donc que ce soit l'intégration verticale ou horizontale, ça permet à ces gros studios de toujours plus faire de l'argent et de dominer le plus possible le secteur du divertissement. Le fameux congrès, dans la zone d'animation, utilise l'imagerie nazie en présentant l'ultime évolution du cinéma comme la mise en place d'un régime totalitaire. Et enfin, la dernière partie du film va encore plus loin, car on dépasse la question de l'industrie du cinéma pour parler de la société de manière générale. On nous dépeint une évolution triste de la société de consommation, en nous démontrant que ceux qui la contrôlent littéralement la vie des gens. La fin du film est à la fois belle, visuellement, et aussi en termes de concept parce que ça donne envie d'y être, mais à la fois terriblement triste parce que on a face à nos yeux une perte de contrôle sur la vision de la réalité et sur notre libre arbitre. La dernière partie du film, c'est des concepts un peu plus abstraits, mais je me suis pas senti perdu parce que tout est expliqué dans les dialogues tout en étant parfaitement intégré au récit du film. Pour conclure le congrès de Harry Folman, même s'il a eu un succès relativement bon au niveau de la critique et des spectateurs à sa sortie, il n'a pas véritablement atteint le statut de film culte pour tout le monde. Et pourtant, selon moi, il en coche toutes les cases. Surtout que ce qu'il raconte est toujours bel et bien d'actualité. C'est un film qui reste en tête car visuellement il est hallucinant, il nous dépeint une magnifique dystopie, mais aussi parce que ce qu'il raconte laisse un arrière-goût amer. Et sur cette note pas très réjouissante, je vous invite dans les commentaires à faire d'autres parallèles avec la réalité par rapport à ce que raconte ce film, à me dire si vous le connaissiez, si vous l'avez apprécié, peut-être comment vous l'avez découvert, et je vous mets au défi de trouver un film qui peut s'en rapprocher. Sinon je vous dis à la prochaine. You were always their puppet. All of them, the producers, the directors, they told you what to do. They told you how to behave, how to act, how to smile, how to love. And they gave you the subtext for every fucking crappy line they churned out. So, what's the difference?